Avant, je voyageais pour me sentir vivre. Plus que pour voir des paysages extraordinaires ou rencontrer des peuples qui sont phénoménales. Je voulais me sentir vivant, de pousser les extrêmes de la vie des fois aussi. Moi, je voulais vivre. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager. Saison 2, épisode 2, on est back. On est bien heureuse d'être là et d'avoir notre présentateur officiel, notre partenaire Voyage Yulgo, qui est une agence de voyage pas piquée des verres, parce qu'elle te propose des voyages en petits groupes, maximum de 12, des retraites de yoga, des voyages pour femmes, des voyages de plongée, plein d'exclusivités. Et tu es toujours accompagné par un ou une guide qui est québécois et qui connaît les meilleurs spots. En fait, les spots qui, quand tu es en voyage, c'est comme juste les locaux, normalement, qui les connaissent. Ben, avec Voyage Yulgo, tu deviens un loco. Hey, ça rime. Un local. Je sais, techniquement, il y avait une... bref. Ça a marché. Ouais, ça a marché. Bon. C'est bon. Puis, tu as des codes promo, évidemment, dont tu peux profiter quand tu réserves un voyage avec Voyage Yulgo. Plusieurs rabais. Alors, important lorsque tu fais l'inscription de ton voyage sur ton formulaire d'inscription, d'écrire nos codes. Donc, Backpack 100. Oui, Backpack 100 pour tout le monde qui nous écoute, pour 100 $ de rabais sur n'importe quelle expérience offerte sur leur site web. Avec Voyage Yulgo, on a aussi 150 $. J'ai comme eu un plan. C'est facile, pas tant la chaîne, mais les mathématiques, c'est pas mon fort. Donc, tu peux profiter de 150 $ de rabais. Sur Patreon avec le 2e niveau et 200 $ de rabais avec le 3e niveau sur Patreon. Fait que ça vaut vraiment la peine parce que c'est applicable sur n'importe quel voyage offert par Yulgo. Et tu peux aller checker ça sur yulgotravels.com. Aussi, pour cet épisode, on a l'agence Voyage Mundo qui commandite cet épisode. Donc, Voyage Mundo, c'est une agence qui organise des expériences à l'international selon des valeurs de développement durable, de collaboration, d'ouverture d'esprit, d'authenticité. C'est vraiment, ça fait partie de leur mission et des valeurs qui véhiculent dans les expériences à l'international qu'ils te proposent. C'est surtout des retraites bien-être. Donc, si tu veux essayer ça, une retraite bien-être à l'international, va voir Voyage Mundo. Et si tu veux de l'aide pour organiser ton propre voyage, donc pour un voyage sur mesure, ils offrent du coaching pour vraiment t'aider à organiser ton propre voyage. Donc, c'est un accompagnement personnalisé pour la destination que tu veux selon tes envies, tes souhaits, tes besoins. Donc, vraiment, si tu veux un accompagnement personnalisé ou participer à une retraite bien-être à l'international, tu vas voir Voyage Mundo. Il t'offre 200 $ de rabais avec le code Backpack 200 sur n'importe quelle retraite bien-être. Et voilà, tu peux avoir plus de détails sur leur site web voyagemundo.com. Puis là, si t'as pas tout retenu ça va tout être inscrit dans la description de l'épisode. Fait que merci beaucoup à Voyage Mundo de commanditer cet épisode. Tu peux aussi recommencer l'intro, puis tout nous réécouter. C'est ta nouvelle technique aussi si t'as pas tout retenu, puis va te chercher un petit calepin pour prendre des notes. Mais oui, merci à Voyage Mundo. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment de le présenter. Donc, c'est notre premier invité de la saison 2. C'est un globetrotter, un YouTuber. Je pense que le terme influenceur est moins accurate. Un horticulteur aussi, Guillaume Sans Destination, parce que c'est ton nom dont tu es connu. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Salut! Ça va bien, merci. Bienvenue en studio. Merci de m'inviter, c'est le fun. T'as beaucoup de chapeaux. Au début, je voulais dire que t'es horticulteur de métier et c'est ça que tu fais aujourd'hui, bien que plusieurs pensent que t'es juste un globetrotter, mais que c'est ça ton métier, mais t'en as plusieurs, là. Ouais. Plusieurs chapeaux, là. Oui, effectivement. Non, je fais plein d'affaires, mais j'aime ça, faire plein de trucs aussi. Mais à la base, je pense que le terme entrepreneur, dans le fond, c'est dans les plantes, mais ça a tombé, comme on dit, la pomme tombe pas loin de l'arbre. C'est parce que ma mère faisait ça. Fait que, puis ma grand-mère, jadis, était je travaille dans un marché qui est un peu comme le marché Atwater ou Jean Talon, mais on est à la prairie, donc le marché de la prairie.
Et puis, c'est un marché qui est là depuis une 50aine d'années, puis c'est des producteurs locaux, donc des gens passionnés, mais qui ont envie de partager les produits qu'ils récoltent. Et puis, mais c'est aussi le contact avec les humains, tu sais. Puis c'est ça que j'aimais avant. Moi, on vend des fleurs, j'adore les fleurs, mais j'aime l'humain, j'aime les discussions, puis j'aime de rencontrer des nouvelles personnes qui ont des histoires à me raconter. Fait que ce travail-là me permettait de faire ça. Mais aussi me permettait de voyager par la bande parce que c'est un travail qui est saisonnier. Donc, depuis que j'ai 18 ans que je fais ce travail-là, je suis copropriétaire avec ma mère. On est là pendant 6 mois, donc les mois d'été. Et puis l'hiver, on ferme. En fait, à l'automne, on ferme le 1er novembre, qui pour moi, quand j'avais 18 ans, l'Halloween, c'était la journée qui annonçait la fin de devoir travailler, puis le début de partir à l'aventure, découvrir des nouvelles contrées. Donc, c'était le moment festif de l'année. Et fait que donc, depuis que j'ai 18 ans, je vis cette espèce de balance de yin et de yang entre le travail acharné, saisonnier, et puis le désir d'être libre aussi. Mm-hmm. Et maintenant, tout ça s'est mélangé dans plein d'autres affaires, mais j'ai fait ça pendant... j'ai 36 maintenant, fait que ça fait presque 20 ans que j'ai ce mode de vie-là. Ouais. Puis, est-ce que tu gardes un compte du nombre de pays que tu as visités? Tu sais, ça, c'est tout le temps tricky, ces questions-là, parce que tout le monde le sait combien de pays que t'as fait, puis là, il y a bien des gens qui disent « je les compte pas », puis parce que c'est... Bon, tu veux... Tout le monde le sait. Je vais pas te vanter. Je veux savoir, vrai. C'est non, quoi? mais j'approche les 3 chiffres, si on veut. OK. Ouais. Non, mais c'est parce que tu dis tout le monde le sait. Moi, je sais pas. Non? Non, je sais pas. Non? C'est vrai? Non. Pour vrai. Moi, j'étais tout le temps comme... C'est-tu vrai que le monde ne savent pas? Ou à peu près, tu sais, t'es-tu à 10, à 20, à 30, à 50? Je suis pas à 20, mais je suis pas à 100. Entre les deux. Ouais. Je veux dire, mais c'est large, là. Ah, mais c'est bien. Alors, mes certitudes sont ébranlées. Je sais pas si vous connaissez la réponse. Il y a combien de pays dans le monde? Je pense qu'il y a 193 reconnus par l'Organisation des Nations Unies, mais il y en a aussi comme 240 non officiels. Puis après ça va. Sont où tes valeurs? Tu sais, mettons, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la Palestine, c'est... La Cisjordanie, c'est un pays. Bon, tu vois, moi, je le comptais. Dans mon système de valeurs, j'étais en Cisjordanie quelques semaines avant que la guerre commence. Puis fait que, tu sais, après ça, puis combien de temps tu restes dans un pays qui peut définir que t'es vraiment allé? Ouais, ben je pense que c'est plus toi. Est-ce que tu considères que tu l'as visité, ce pays-là, pour pouvoir dire j'ai visité, je connais ce pays-là? C'est plus. C'est plus toi qui le détermine, là, je pense. Tu sais, moi, si j'ai fait une escale dans un pays, je vais pas dire que j'ai. Mais il y en a des gens qui le comptent. Moi non plus, je le compterais pas. Là, mais si pas mettons, mais moi non plus. Tu sais, les escales, non, mais si, mettons, dans cette escale-là, qui était à Dubaï, tu rencontres l'amour de ta vie parce que t'as échappé un billet par terre, un bout de facture, mais il y avait ton numéro de téléphone que t'avais écrit parce que tu t'en souvenais plus, parce que ta grand-mère te l'avait demandé la veille, puis là, il y a quelqu'un qui tombe là-dessus, qui t'appelle par hasard parce qu'il est curieux que trouver la facture, et là, tout se passe pendant cette escale-là. Est-ce que t'es allé à Dubaï? Ben écoute, je trouverais ça bien poche de dire non, moi je suis jamais allée à Dubaï, il m'est rien arrivé à Dubaï, j'ai juste rencontré l'homme de ma vie, mais non, je le compte pas. À Dubaï? Non, mais tu sais, je pense que si la personne accorde une importance puis veut grossir son chiffre, mais c'est correct. Il y en a qui prennent ça comme un encouragement, puis ça peut être encourageant aussi, puis juste te donner un sentiment de fierté, de te dire je suis rendue à 18, puis je veux me rendre à 20, puis après ça à 20, je veux me rendre à 30. Tu sais, fait que je veux dire, c'est bien correct, là. Ce qui est correct de ça, je pense, c'est que ça donne une idée aussi de est-ce que tu voyages beaucoup? Puis pourquoi tu voyages? C'est quoi le contexte qui fait que tu as voyagé autant? Fait que ce chiffre-là, oui, est intéressant en bout de ligne parce que ça permet de OK, mais si t'es rendu à 75 pays, mais OK, quel genre de vie tu mènes qui est peut-être moins conventionnel que d'autres? Est-ce que tu voyages pour le travail? Ou est-ce que tu as des grandes périodes de temps? Est-ce que tu as pris 3 ans sabbatiques pour aller couvrir autant de terrain? C'est ça. Fait que c'est intéressant. Parce que ça peut définir certaines choses. Mais tu sais, juste là, tu as dit tu t'approches des 3 chiffres. Ouais. OK, fait que tu sais, moi, je me serais pas attendue à ça, mettons. Fait que ça, c'est... Fait que là, est-ce que tu as un préjugé favorable, défavorable par rapport à ça? Favorable. Okay. Tu sais, dans le sens, c'est intéressant. Ça veut dire que tu visites plusieurs pays à chaque année. En fait, j'en ai visité plus quand j'étais plus jeune. Maintenant, dans les 5-6 dernières années, je voyage un peu plus lentement, si on veut, mais je retourne beaucoup à des endroits que j'ai déjà visités.
Fait que je pense que les 3 dernières années, j'ai pas fait de nouveaux pays, mais j'ai voyagé énormément, mais dans des endroits que j'étais déjà allé, mais dans des contextes différents aussi, ça me fait découvrir un autre pays aussi. Parce que un pays est comme il est au moment où tu le visites. Donc, tu sais, si tu as 20 ans, à la recherche de qui tu es, de ta envie d'expérience, que ce soit des rencontres, que ça passe à travers des amourettes de voyage, des beuveries, des trucs comme ça, mais c'est pas la même chose que tu t'en vas faire une retraite de yoga ou une retraite silencieuse en Thaïlande. Fait que tu vois pas le même pays. Puis aussi, nous, nos yeux changent. Quand on a 20 ans, on voit la vie d'une certaine façon avec un filtre qui représente l'ensemble de ce que tu as vécu. Et à 30 ans, à 35 ans, ou même des fois avec des enfants aussi, quand tu vas partir, ou avec ta copine ou ton copain, et ça change. Fait que le pays change, l'expérience change. Fait que, bon, après ça, c'est ça. Fait que faut y aller avec ton cœur. Je suis convaincue que si notre podcast avait existé quand tu étais début vingtaine, on t'aurait invité, on n'aurait pas la même conversation qu'on s'apprête à avoir ou qu'on a actuellement. Pareil pour nous, évidemment, parce qu'on change là, dans la vie. Puis mais comme tu dis, le sort de voyageur qu'on est porté à changer. Là. Mais énormément. Puis je pense que, comme on disait avant, mais la vie, c'est une succession de changements aussi. Fait que oui, c'est sûr que quand, à 20 ans, on cherche des choses, on veut apprendre je pense qu'on veut toujours apprendre à se découvrir, mais on est dans cette recherche-là de vivre et de goûter d'une façon différente aussi. Puis quand on vieillit, on se rend compte que, les petits bonheurs d'avant ont changé, puis c'est peut-être plus tout à fait ça. Ouais. Puis c'est d'autres choses maintenant. Fait que oui, la discussion est différente. Puis comme moi, ça fait 4 ans que j'ai pas fait un podcast. Puis le dernier podcast... Ça fait 4 ans. Ouais. Hey, on est donc bien chanceuses. Non, mais merci d'avoir invité. Il était dur à communiquer dans le sens qu'il faut trouver, là, pour faire des recherches. Ah, mais je suis pas bon. Moi, je réponds pas tout de suite. Puis je suis comme... Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a 4 ans, ce que je racontais, c'est ce qui se passait à ce moment-là, puis maintenant c'est d'autres choses complètement. Fait que c'est le fun de voir que la vie c'est ça bouge, puis c'est pas stagnant. J'aime pas ça quand les choses me sont stagnantes. Puis en ce moment, à l'heure actuelle, tu dirais que comment tu définis le voyageur que tu es? Tu voyages pour quelle raison? C'est quoi tes motifs de voyage en ce moment? Je pense bien comprendre la différence, comme je disais tantôt, avant je voyageais pour me sentir vivre. Plus que pour voir des paysages extraordinaires ou rencontrer des peuples qui sont phénoménales. Moi, je voulais vivre. Je voulais que ça vive. sentir vivant. Je voulais me sentir vivant à travers tout, à travers des rencontres, à travers de pousser les extrêmes de la vie des fois aussi. C'est à des moments où j'ai poussé la corde fragile de la vie que je me suis rendu compte que je fallait pas la dépasser, puis que... Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais peu importe. On veut l'anecdote. Mais j'étais assez casse-cou, mais tu sais, que ce soit d'aller dans des cavernes sous-marines sans bonbonne d'oxygène, puis où je me suis perdu dans une espèce de labyrinthe aquatique au Mexique, où j'ai manqué d'air. Dans une cénotée, genre? Ouais, un réseau de cénotée que normalement t'explores avec ouais, puis toi, t'as fait du freediving là-dedans? Ouais, exact. T'avais une certification de freediving? J'avais la certification de réussir. Ouais, c'est ça, OK. Mais c'est tout, ouais. Fait que tu t'es juste dit, mais voyons. Fait que je m'en allais, T'étais tout seul? J'étais tout seul, puis je m'en allais tu sais, en fait, c'est que les cénotés, c'est la péninsule du Yucatan, c'est une espèce de terre de péninsule où le sol est perméable, et donc, au fil des milliers d'années, il y a des espèces de cavernes souterraines qui se sont créées et qui aussi révèlent plein de secrets et de mystères dont les Mayas connaissent et habitaient jadis. C'était le monde souterrain qui avait plein de magie derrière tout ça. Et on peut visiter maintenant les cénotés quand on va au Mexique, qui sont extraordinaires. Mais ces cénotés-là sont à peu près toutes interreliées sous l'eau. Donc, on peut plonger avec des bonbonnes, ou tu peux te baigner si tu veux simplement aller faire de l'apnée. Mais moi, je voulais pousser la note, tu sais, puis je voyais que des gens, mettons, dans le fond de la caverne sous-marine, étaient en plongée. Et moi, j'ai dit, j'ai pas ma bonbonne, mais je voyais l'air, quand ils respiraient de l'air au fond de l'eau, mais les bulles d'air montaient et s'accumulaient sur l'espèce de toit, le plafond qui était submergé d'eau. Mais ça créait des poches d'air. Toi, tu t'es dit, je vais aller respirer dans les poches d'air. Mais là, moi, je me suis dit, c'est un chemin. C'est un chemin et je dois y aller. Alors, je suis parti sous l'eau en prenant ma respiration, puis je suis arrivé dans la première poche d'air que je voyais, parce que
j'étais capable de la voir parce que l'entrée de la cénote de la caverne, il y avait une espèce de faisceau de lumière qui faisait miroiter tout ce qui se passait en dessous de l'eau, donc c'était un peu bleuté. Et la poche d'air était un peu plus argentée, fait que j'étais capable de distinguer. Ouais, c'est beau une poche d'air. Ouais, je me suis jamais dit que j'allais m'en servir pour survivre, là. Ouais. D'habitude, comme moi, je suis là avec ma bonbonne, puis je les regarde, je suis comme, waouh, c'est beau. Mais si t'avais fait ça au même moment, moi, j'étais en haut en train de... T'aurais pris ma poche d'air. Non, parce que moi, j'en aurais pas eu besoin. Mais tu vois, c'est genre... Puis finalement, en m'en allant comme ça, en voulant aller le plus loin possible, à un moment donné, mais tu sais, quand je savais pas elle était grosse comment la poche d'air, et puis je montais tranquillement avec mes mains au-dessus de ma tête, et puis là, mes mains sortaient de l'eau, je les sentais, puis là, je pouvais sortir ma tête comme ça, prendre une respiration, et puis continuer mon chemin pour aller encore plus profond dans la caverne. Wow! Et puis à un moment donné, la dernière poche d'air était tellement loin, et là, je me suis dit, je suis capable de me rendre, puis je sens que c'est par là qu'il faut que j'aille, tu sais. Je prends une grande respiration et puis je pars à nager, mais là, je me rends compte que la poche d'air est trop loin. J'ai mal calculé, mais j'ai pas assez d'air pour revenir, donc il faut que j'y aille, tu sais. Mais là, l'adrénaline embarque, et là, je nage, mes poumons sont en feu, je vais manquer d'air. J'arrive, même chose, je vais pas me cogner la tête, je sais pas il y a quelle hauteur dans cette poche d'air-là, donc mes mains sortent juste au-dessus de ma tête, mais là, je sens, en fait, il y a pas d'espace. Mes doigts tapent rapidement sur le plafond, si on veut. Et là, je me rends compte elle semblait grosse en superficie d'en dessous, mais il n'y avait pas de volume. Et là, dans ces moments-là, c'est là qui décide dans ta vie la mort. Il ne faut pas que tu paniques. Puis bon, j'ai contrôle sur quoi en ce moment, tu sais. Puis j'étais comme, hey, écoute, la seule affaire que je peux faire, c'est d'essayer d'aller me tourner le nez à côté sur la paroi et d'aller prendre une respiration. Vu que je peux pas sortir ma tête complètement hors de l'eau. Puis je suis allé tranquillement, puis j'ai à peine le nez qui pouvait sortir, puis ma bouche a pris une respiration dans ce peu de volume d'air-là. Mais t'avais quoi, 1 centimètre? Ouais, ben c'est difficile à dire, mais assez pour que si j'avais été de côté, j'aurais pas avalé de l'eau, puis c'était la fin, tu sais. Mais j'ai eu le temps de prendre une respiration, mais là, il fallait que je retourne. Puis, tu sais, c'est à ce moment-là, moi, ça a été quand même un moment marquant, parce que je voulais tout le temps pousser les limites pour justement me sentir vivre, mais tu sais. Mais en revenant, j'ai dit, je nageais, puis je savais que j'allais revenir parce que j'avais l'adrénaline, puis je savais que c'était pas la fin de mon histoire aussi. Mais j'ai dit, tu sais, des fois, si tu pousses trop loin, mais il y a une ligne à pas franchir. Puis je me suis assagi, disons, après ces moments-là. Donc, jadis, je voyageais pour ça, mais aussi pour les gens, pour les rencontres, autant d'amitié que les rencontres amoureuses qu'on pouvait faire en voyage, et tout ce qui se rattachait au party. J'aimais beaucoup faire la fête aux 4 coins du monde, tu sais, puis fait que ça, je l'ai fait dans ma vingtaine, ça a été super, ça a été des belles années. Puis maintenant, je voyage plus pour les mêmes, mais vraiment, vraiment plus. Je voyage pour le travail, parce que je fais d'autres choses maintenant aussi. Mais maintenant, je suis comme, moi, je suis un grand passionné de paranormal et de trucs mystiques, puis de trucs funky, puis spirituels et tout ça. Puis, fait en fait, je suis un peu genre, mais je suis passionné par les grandes questions existentielles de la vie. Du genre? Du genre, c'est quoi qu'est-ce que la conscience? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Bref, toutes ces belles questions. Puis moi, je me suis rendu compte que même si on peut pas avoir les réponses à ça, parce que c'est assez flou, puis il n'y a pas de certitude, mais le processus pour tenter d'y répondre est vraiment, vraiment le fun, que ce soit à travers des podcasts ou des rencontres autour du monde, en allant voir des gens, des peuples oubliés, des civilisations ancestrales qui ont plein de secrets à révéler. Donc maintenant, mes voyages, je tente de vivre ce processus-là en allant parler aux gens, et non en allant faire la fête, mais en allant dire, mais raconte-moi l'histoire de cette ruine-là, et pourquoi toi, ton arrière-grand-père était ici, et pourquoi il nous raconte une histoire qui est différente que ce qui est enseigné dans les livres. Tu sais. Fait que j'aime m'abreuver de ça, puis le spiritisme est tellement différent. Ailleurs aussi, dans d'autres communautés, tu sais, ici, j'en disais de ça avec mon amoureuse cette semaine, puis tu sais, souvent le mot paranormal, pour nous, il y a une connotation un peu tinfoil hat ou ding-ding, ou tu sais, puis mais je reviens, là, j'étais en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, il y a 3 jours, et puis j'étais avec une communauté qui, pour eux, le mot paranormal, ça n'existe pas, c'est normal. Ouais. Eux côtoient les entités de la forêt, les esprits, les voix font partie de qui ils sont et de qui ils ont envie de devenir, et
on a fait du whisky ensemble. Et puis là, j'avais hâte d'y goûter. Ils sont comme, mais non, c'est pas pour nous, c'est pas pour boire. Mais je dis, pour qui? Mais c'est pour les esprits de la jungle. OK. Et là, il y a plein d'histoires de possession. Là, moi, je suis tout ouïe dans ce genre de trucs-là. Puis c'est le fun de voir que nous, avec notre... tu sais, les Occidentaux, on est très rationnels, scientifiques. La nouvelle religion, c'est la science, tu sais. Puis, mais c'est le fun. Moi, je voyage maintenant pour aller m'abreuver de ce qui est différent aussi, puis d'avoir des points de vue différents sur la vie. Puis je ramène plein de petits outils qui sont le fun, puis, et des fois confrontants avec la vie qu'on mène ici. Pourrais-tu éventuellement écrire un nouveau livre, mais avec des thématiques dont tu viens de nommer? C'est dans les plans. Parce que tu as écrit un livre, là, pour les gens qui ne savent pas, sur tes aventures de voyage, mais... C'est dans les plans. Ah oui. Parce que tu peux pas garder ces infos-là juste pour toi. Là. Tu les partages. Genre, nous, on n'est pas allé il y a 3 jours en Thaïlande. On peut savoir. Là. Ah non, j'ai des bons trucs. J'ai plein d'affaires à côté. Ah non, puis c'est vraiment spécial ce qu'on peut découvrir en prenant le temps aussi de prêter oreille à l'autre qui va nous raconter son histoire. T'sais. Puis tout le monde a une histoire à raconter. Mais moi, ça me passionne en ce moment. Puis tu sais, là, je suis tout le temps, là, je voyage beaucoup pour le travail, à l'heure actuelle, avec mon commerce aussi, mais puis je trouve ça difficile, des fois, parce que j'ai peu de temps à la maison, mais en même temps, mon rêve, c'était que voyager devienne mon travail, puis on en reparlera, on n'a pas parlé, mais maintenant, c'est rendu le cas aussi avec le commerce d'horticulture, mais j'ai été dans l'avion il y a 3 jours, puis j'étais comme, hey, pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre maintenant? Et là, j'ai eu une espèce d'épiphanie avant d'arriver à Montréal, avant que l'avion se pose. Mais tu sais, ce petit moment-là où tu aperçois les premiers chants de la Montérégie ou que tu vois Montréal au loin qui arrive. Puis moi, à ce moment-là, j'écoute toujours « Je reviendrai à Montréal » de Robert Charlebois. Ah ouais, à chaque fois? À chaque fois. J'ai tout le temps mes 4 chansons puis ça se termine avec « On tient le coup » des Cowboys fringants. Parce que la quête de trouver l'amour, pour moi, était une grande place dans ma vie. Puis, on tient le coup des Cowboys. Des fois, c'est que c'est difficile avec la personne, mais qu'on trouve tout le temps son travail, on trouve le bon chemin à faire ensemble. Puis, il y a une phrase, c'est le petit point sur la map sur lequel je garde le cap. Puis moi, quand je reviens à la maison, j'étais comme, mais un jour, je vais trouver cette personne-là. Puis maintenant, c'est fait. Mais je l'écoute encore, puis j'ai tout le temps mes 4 chansons qui sont là, mais tout ça pour dire qu'à ces moments-là où Robert Charlebois jouait dans mes oreilles, où j'étais envahi du sentiment heureux, en même temps difficile parfois de revenir, parce que revenir, ça vient avec son lot d'émotions aussi. Ouais. Mais j'étais comme, pourquoi je cours à travers le monde pour raconter l'histoire de gens qui prennent leur temps, puis c'est super confrontant. Moi, je suis tout le temps dans des avions, à aller m'asseoir avec des gens qui me racontent leur histoire. Et j'étais comme, mais non, mais il y a 1 an, j'ai écrit dans un livre que moi, cette année, j'avais envie de répondre à quelques grandes questions existentielles de la vie. C'est ce que je voulais faire. Puis moi, je crois beaucoup à ça, d'écrire ce qu'on veut, puis, et de ce pouvoir-là. Tu crois en la manifestation un peu, j'imagine? Mais c'est même pas croire, là. Okay. C'est genre, c'est dangereux. Non, mais c'est dangereux à quel point c'est puissant, cette chose-là. Puis tu vois, mettons, moi, autant le côté... spirituel ou un peu funky ou ce qui est inexplicable, j'aime ça, mais j'ai un côté de ma tête qui a besoin d'explications scientifiques quand même pour pouvoir appuyer ça. Puis tu vois la manifestation ou la loi de l'attraction qui peut sembler des fois un peu une autre patente de gens nu-pieds avec des cheveux longs et des tresses, tu sais. Mais là, je passe du coq à l'âne. Non, c'est pas grave, parfait. Mais de toute façon, nous, t'as pas besoin de nous le vendre, on pense comme toi. Mais continue. Mais tu vois, mettons, moi, quand j'avais 18 ans, il y a un de mes amis qui m'a dit, écoute, Le Secret, tu sais, le fameux livre où c'était le premier truc de grande échelle par rapport à ça qui a été diffusé à travers le monde. Bon, il y avait plein de bons puis de mauvais côtés dans ce chose-là. Mais moi, ça m'avait marqué parce que j'étais comme, attends, là, on peut penser quelque chose... Puis si on y pense, puis on y croit, puis on fait comme si on l'avait déjà, ça va arriver. Là, j'étais sceptique, tu sais, de ça. Puis à ce moment-là, je venais de déménager en appartement, puis j'avais mes premières factures à payer. Puis j'haïssais ça, aller à la boîte aux lettres. J'avais juste des factures, puis des factures, puis des factures tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire ça à 20 ans, 21 ans, à manifester le fait que je voulais avoir du plaisir à aller à la boîte aux lettres. Qui, pour moi, était un moment où je détestais parce que ça m'appauvrissait de jour en jour. Puis à partir du moment où je l'ai écrit, parce qu'il y a vraiment un pouvoir, je trouve, dans l'écriture du fait de ce qu'on veut, j'ai dit, j'ai envie d'avoir du plaisir d'aller à la boîte aux lettres. Puis à partir de ce moment-là, il y a des contrats qui ont commencé à arriver
de voyages, de télé, de plein d'autres choses au fil des ans. Et ma boîte aux lettres a commencé à se remplir de chèques au lieu de factures. Et là, maintenant, j'ai un plaisir à aller à la boîte aux lettres. Bon, parfait, une facture, je suis content, parce que ça veut dire qu'il va y avoir d'autres petites lettres dedans qui vont peut-être me permettre de partir, tu sais. Puis ça a vraiment été un déclic. J'étais comme, attends, mais ça marche, là. Mais il y a toujours un côté de moi qui est sceptique de ces choses-là, mais là, j'ai beaucoup fait ça dans ma vingtaine et je le fais encore aujourd'hui. Mais il faut faire attention parce que c'est vraiment puissant, cette chose-là. C'est très puissant. En fait, on manifeste tous les jours, tout le temps, à chaque seconde, que ce soit ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte. On est en train de manifester des choses qu'on veut pas, mais on est constamment en train de le faire. Sauf que là, c'est de le conscientiser puis de le faire à notre avantage plutôt que de le faire inconsciemment puis de peut-être des fois pas aller dans la bonne direction. Mais que tu le fasses consciemment ou pas, tu es constamment en train de manifester. C'est intéressant, ça. Ouais. Quand on dit qu'on va se jinxer aussi, là. Tu sais, des fois, si on dit bon, là, il va arriver, on va se faire pogner par la police, puis là, qu'est-ce qui arrive? On se fait pogner par la police. C'est un exemple extrême. Genre, techniquement, c'est de la manifestation. Ou bien, t'as prédit l'avenir, là. Appelez ça comme vous voulez, mais. Mais c'est fou parce que cette manifestation-là, qui, encore une fois, les plus cartésiens rationnels vont rire et baisser le son. Ils ont déjà changé de poste. Ils ont déjà changé de poste. Ils nous écoutaient pas à la base. Mais tu vois, écoute, il y a un super podcast. Je peux-tu nommer un podcast? Ben oui. Il s'appelle... comment ça s'appelle? Supernatural Circumstances, qui est un podcast canadien de trucs un peu paranormal ou funky, si on veut. Et il y a des scientifiques qui sont appelés ou des experts à commenter ou à expliquer les nouvelles découvertes scientifiques sur ces phénomènes-là qu'on ne comprend pas, intangibles, inexpliqués. Tu te rends compte que le paranormal, ça n'existe pas. En fait, c'est juste qu'en ce moment, on n'a peut-être pas les bons outils pour l'expliquer, tout simplement. Tu sais, avant de penser qu'on allait pouvoir échanger des vidéos quand on est au Vietnam avec nos parents, c'est de la magie. Parce que ça n'existait pas encore. Exactement. Tout simplement. Fait que moi, je pense que tous les trucs un peu intangibles qui peuvent faire peur ou quoi, mais c'est juste qu'il nous manque certains outils maintenant pour le faire. Mais tu vois, la fameuse manifestation, ils se sont rendus compte que, en fait, d'avoir une pensée, c'est un signal électrique qui est tangible. Donc, on peut avoir les bons appareils qui détectent ce signal-là. Et il y a une certaine fréquence, le signal, donc le désir ou ce qu'on a envie de faire ou de voir ou de vivre. Et un peu communément, a la capacité d'attirer la même fréquence. Alors là, moi, il y a la science qui m'explique, que ça se détecte, cette manifestation-là. Et là, pour moi, ça vient encore plus crédibiliser le pouvoir de cette chose-là. Puis quand j'ai entendu ça, je suis comme, mais c'est fou parce que dans le fond, moi, je pensais que c'était un peu houhou, mais tu vois, ça marchait, je le faisais, je l'appliquais. Mais là, il y a la science qui vient un peu plus expliquer le pouvoir de la manifestation. Fait que c'est pas juste d'avoir une pensée puis d'espérer, non, mais on est fait d'énergie, on envoie des signaux électriques et ça a un impact sur l'environnement. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, les machines, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les cellulaires communiquent entre eux. C'est comme ça que l'Internet fonctionne. Tout. Fait que c'est comme si on se pose pas de questions à savoir comment les ordis, Internet, Wi-Fi, tout ça fonctionne, mais quand ça vient de nous, quand c'est les humains, on est comme ben non, ça marche pas pareil, là, ça se peut pas, on n'est pas fait d'énergie puis de fréquence, ben oui. C'est la même chose, en fait. Ça, exact. Donc, mais comme tu dis, on l'oublie, mais c'est vrai que c'est la même chose, c'est un bon point. Une bonne, mais c'est intéressant. En tout cas, fait que maintenant, je voyage pour ça, à cette recherche-là. Mais comment tu fais, juste, tu sais, comme, mettons, c'est quoi le mot? Sur papier, genre dans le sens où, comment tu trouves ces gens-là? Les gens, exemple, la communauté où tu étais en Thaïlande, là, que tu étais dans la forêt, puis les esprits, puis tout ça. Ouais. Genre, là, j'imagine que tu as des contacts avec les années que tu fais ça, mais à la base, c'est quoi? Tu cherches pas sur Internet communauté esprit Thaïlande? Mais en fait, tu sais, bon, mais de ce que j'expliquais tantôt, qu'il y a une partie de ma vie, de mon année qui était le commerce où on travaillait fort, puis après ça, je partais à l'aventure. Puis à un moment donné, j'ai manifesté le fait que je voulais que voyager devienne mon travail. Tu sais, c'est quelque chose que j'avais envie de partager ça. Puis moi, j'ai toujours été un peu dinosaure dans les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Puis c'était le début de ça dans ces années-là. Et puis...
mais de fil en aiguille, j'ai dit oui à certains trucs qui commençaient, que ce soit des petits projets télé, et ça fait effet boule de neige, et ça a pris, pour moi, ça a trouvé son chemin, et je me suis retrouvé à Salut Bonjour, à TVA le matin, à parler voyage, à faire des chroniques sur des endroits dans le monde, ou même sur des endroits du Québec. Et après ça, j'ai commencé à voyager pour ça, à faire des super cool gigs dans les Caraïbes. Après ça, il y a eu des pubs aux îles Canaries, en Europe, à Bali. Fait que ça a comme pris un... Mais j'ai toujours gardé le commerce de fleurs aussi avec ça, mais le travail, c'est comme incrusté dans mon autre élément de vie, dans mon autre moitié de vie. Et tu vois, maintenant, bon, là, je peux pas en parler, mais je suis en train de préparer une nouvelle émission qui va sortir... en septembre prochain. 2025? Ouais, exact. Qui va vraiment être cool. Puis c'est... Fait que je m'en vais à la rencontre de peuples oubliés, si on veut, ou peu ou pas connus. T'sais, moi, tous ces peuples-là, je les connaissais pas. Puis j'aime ce qui se passe dans le monde. Je pense que je lis beaucoup sur justement ces choses-là, mais c'est vraiment des gens qui vivent de façon différente, mais surtout des peuples. C'est ça. Qui vivent en genre d'autarcie de la société moderne, si on veut. Et là, je m'en vais rencontrer ces gens-là, puis j'ai plein de surprises. Puis mon but, c'est de raconter leur histoire à eux. Qu'est-ce que vous avez déjà commencé à tourner? C'est ça que tu étais allé faire au nord de la Thaïlande? Oui, exact. C'était un tournage, au fond. Oui, fait que là, je suis beaucoup dans ça là, en ce moment. Puis tout l'hiver qui s'en vient, qui normalement est ma période où je voyage pour moi. Ouais. Mais là, je suis booké tout l'hiver à parcourir le monde. Donc, je fais encore ça, mais dans un contexte qui est parfois difficile, mais qui m'amène maintenant que j'ai mon épiphanie dans l'avion. Je me suis en me rendant compte que je faisais ça pour... qui me permettait de répondre à ces grandes questions-là. Ça, c'est mon côté, si on veut, par rapport à moi. Puis aussi, le dernier que j'ai fait, tu vois, la communauté que j'ai rencontrée, le personnage ou la personne principale de l'émission, qui était un peu la personne qui me faisait découvrir son peuple. Tu vois, pour lui, c'était un testament, de dire oui à ce genre de projet-là où il n'y a jamais d'Occidentaux qui vont aller là pour filmer ou peu importe, mais l'équipe a été bonne pour convaincre cette personne-là d'y aller. Mais vraiment, le but, c'est pas moi de me mettre de l'avant, mais justement d'écouter, puis comme racontez-moi votre histoire, c'est donc bien particulier. Et puis c'est fou, encore une fois, là, ça m'amène dans plein de directions, mais pendant ce moment-là, au nord de la Thaïlande, je me suis ramassé au sommet d'une montagne où il y avait un moine qui était là. Puis la personne m'avait dit, tu vas voir le moine, puis moi, quand je vois le moine, j'ai envie de pleurer. J'ai quelque chose de beau, pleurer dans le sens où tu te sens à nu, si on veut, tu sais. Puis il y a tout un peu mon côté stoïque qui fait... En plus, il y a des caméras, mais en montant cette montagne-là, en allant à la rencontre de ce moine-là, mon Dieu, je suis arrivé, j'avais jamais vu ou ressenti une espèce de vibration comme ça, d'une douceur, d'une pureté tellement particulière. Il était là un peu à contre-jour avec la lumière des montagnes qui était diffusée derrière. Il était un peu foncé avec justement les effets d'ombrage, mais en même temps, il dégageait quelque chose de tellement fort, mais de tellement simple aussi. Et là, il y a des gens qui viennent de partout en Thaïlande pour le rencontrer, pour avoir écouté ses conseils, ses lumières, sa sagesse, si on veut. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer puis de lui poser certaines questions aussi. Puis je me sentais vraiment privilégié de pouvoir faire ça. C'est drôle, ce moine-là habitait dans une grotte avant, pendant 3-4 ans, et seul. Il méditait parce que lui, il ressentait qu'il était rendu au dernier stade du processus de réincarnation dans le bouddhisme. Et il était dans la caverne à vivre. Il avait décidé de se retirer complètement de la vie et méditait en attendant l'éveil, comme jadis Bouddha, qui avant d'être Bouddha était un prince qui a décidé de partir parcourir le monde pour plein de raisons. Mais où il a atteint l'éveil et puis les fondements du bouddhisme ont été créés par la suite. Mais tu vois, il attendait ce moment-là, ce déclic-là qui lui permettrait d'arriver au dernier stade, donc au nirvana, fini de revenir, de se réincarner. Et il méditait, il m'explique ça. Et il méditait à un moment donné, après 3-4 ans, et un beau matin, il y a un tigre qui est arrivé dans la jungle, qui s'est présenté devant lui. Et là, il se demandait, parce que les tigres mangent les humains en tout cas, je pense un peu partout. Mais exact, ça peut être confrontant ou dangereux.
Mais c'est une rencontre pour lui qui a été marquante parce qu'ils se sont simplement regardés, le tigre et lui. Oh my God. Dans une espèce d'intensité non tangible, mais en même temps tellement présente. Et là, il y a eu un déclic. Il a compris qu'il n'était pas rendu à la fin. Puis qu'il y avait encore un rôle à faire dans cette vie-ci qui était peut-être d'éclairer des gens avec sa sagesse et puis avec ses paroles. Et puis ce qu'il avait ramassé au fil du temps de méditer comme ça toute une vie. Il s'est dit qu'il n'avait pas fini parce qu'il s'est dit si j'avais fini, le tigre m'aurait tué. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête, mais c'est juste pour lui, ça a été un déclic de dire hey, non, c'est pas ça, moi. Des fois, on a la certitude qu'on est rendu quelque part ou qu'on est quelqu'un. Puis il y a des éléments, des fois, qui sont non contrôlables, qui nous font réaliser que, non, finalement, c'était pas ça que je devais faire. Puis c'est pas ça que je suis, dans le fond. C'est d'autres choses, tu sais. Puis on s'est fait des espèces de constructions d'ego qui nous disent, on pense qu'on doit diffuser ça, on pense qu'on doit parler comme ça, ou être cette personne-là, parce que c'est l'image qu'on a créée. Est-ce que je dois voyager parce que je suis reconnu pour être un voyageur, tu sais? Mais si je dis que je suis fatigué de voyager, je peux pas dire ça. Tu sais, c'est comme... Fait que je pense que ce moment-là, pour lui, a été un déclencheur et finalement, il s'est retrouvé dans ce temple-là, tout ça pour dire que ça a été confrontant. Et maintenant, il est ce moine-là qui il est plein de lumière. Puis oui, j'ai eu envie de pleurer, de me sentir si vulnérable simplement en croisant le regard de quelqu'un. Fait que c'est plein d'événements comme ça va être plein d'épisodes à travers le monde où on rencontre des gens qui vivent des vies tellement différentes de la nôtre. Puis ils m'expliquent comment pour eux, c'est important de prendre le temps, de vivre au rythme de la nature. C'est tout le temps ça, prendre son temps. Puis c'est là aussi que tu peux te connecter avec, je pense, ton intuition, puis obtenir des réponses aussi par rapport à ce que tu dis, comme c'est quoi mon next step ou c'est pas ça, c'est pas ça finalement que je dois être, mais c'est quoi ma prochaine étape, ou pour recevoir, parce que tu les as, ces réponses-là, mais c'est juste en prenant le temps que tu es capable de les capter, de les écouter. Sinon, nous, souvent, je pense que on les a, en fait, les réponses qu'on cherche, mais on est tellement dans un tourbillon, puis on est tellement toujours pressé, puis en train de courir partout qu'on les entend pas, ces réponses-là. Puis on les cherche, mais en fait, ils sont là. On n'est juste pas capable de les capter parce qu'on est tellement tout le temps pressé. Je trouve tellement que c'est beau et c'est précis ce que tu viens de dire. C'est tellement ça. C'est vrai de prendre ce fameux temps-là. Puis des fois, là, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de partir un mois en vacances ou de vendre son auto puis sa maison. C'est pour prendre le temps. Des fois, il suffit juste d'aller 2 jours dans le bois avec sa tente. Ça coûte rien. Puis comme tu dis, les réponses, on a parfois... on pense qu'ils viennent de l'extérieur. Mais non, les réponses, ils viennent de nous. L'extérieur, d'écouter des podcasts de croissance personnelle, c'est super parce que ça peut te donner des outils pour avoir accès à quelque chose ou apprendre à t'écouter ou apprendre à prendre le temps, si on veut. Mais c'est pas personne qui va te dire comment tu dois vivre ta vie. Mais comme tu as dit, ton intuition, c'est exactement ça. Mais comment écouter ça? Parce que ça n'a jamais tort, ça. Ça se trompe pas. C'est nous qui l'écoutons pas. C'est nous qui l'écoutons pas. Puis on mélange aussi des fois la peur avec le fait de OK, je ressens que je dois faire ça, mais j'ai peur. Fait que des fois, ça se mélange. Fait que ça peut être intéressant de vraiment savoir qu'est-ce qui est quoi. Mais cette petite voix-là, elle te trompe pas. Ça te dit là, de laisser la personne avec quitter ou parce que t'es pas bien ou de changer de job parce que t'es pas bien, mais arrête d'avoir peur puis écoute-le. Mais c'est quand même fucked up ce que tu viens de dire parce que moi, toute ma vie, les personnes autour de moi, ils me disaient la petite voix. OK, mais moi, là, j'étais jeune, OK, au début, n'entendais pas de petite voix. J'en avais pas. Puis là, je vieillissais, puis tout, la petite voix. J'étais comme, où? Vas-tu me parler? Parce que moi, j'ai peut-être trop imagé, là, la petite voix, là, mais moi, j'attends encore que quelqu'un vienne dans mon oreille et fasse Charlie, va à droite, voyons. Mais moi, ça m'est pas arrivé comme ça, aussi précis. Moi, j'attendais la précision. Comment ça s'est passé pour toi? Je l'attends encore, pour être bien honnête. Aussi précise que je le dis, je l'attends encore. C'est qu'à un moment donné, j'étais comme, moi, je n'ai pas. Moi, c'est ça, je n'ai pas. Mais là, tu sais, j'ai compris, puis oui, développement personnel, que c'est pas ça. C'est que quand je me disais, je pense que c'est à gauche, mais sinon, je vais tourner à droite, puis là, c'était à gauche. Puis là, je suis juste comme... Là, ça te fait chier parce que tu fais, si je le savais, j'aurais pas écouté le GPS, il y a du travaux. Puis là, j'étais comme, OK, fait que c'est ça. Mais c'est pas si précis, là. Je trouve que... Puis là, tout le monde me dit, attends, vieillissant. Bien hâte de voir si à 50 ans, mon discours va changer. Mais pour l'instant,
c'est pas hyper précis dans le sens que c'est pas réellement une voix qui te parle en français dans ta tête. Là. Moi, c'est plus une sensation. Tu ressens de l'énergie pour aller vers quelque chose ou une contraction pour ne pas aller vers quelque chose. Mais dans ce cas-là, je trouve qu'on devrait changer. On peut-tu faire un vote puis ne plus utiliser le terme la petite voix? Parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui ont pensé comme moi ou qui sont dans la même situation puis qui l'attendent encore. On peut-tu dire la sensation? Parce que je trouve que c'est plus approprié. J'ai eu une sensation que je devais tourner à gauche, puis je l'ai pas écouté. Ben oui, mais parce qu'il n'y a pas eu de petite voix. J'ai le feeling que c'est là qu'il faut... Parfait. Ben, c'est ça. Mais il faut qu'on arrête de dire petite voix. Tout le temps. J'ai le feeling qu'on ne devrait pas aller là. J'ai le feeling qu'on devrait suivre ces gens-là. Mais c'est intéressant. Mais c'est ça. Oui, 100%. Ça, comme c'est important de l'utiliser en voyage parce que tu es constamment en train de rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent te faire vivre une expérience incroyable, transformatrice, puis c'est des gens absolument magnifiques. Ou si ça peut être des gens mal intentionnés, fait qu'il faut que tu développes ça, puis que tu utilises ça, puis que tu sois in touch, que tu sois connecté à ça, puis que tu sois pas justement dans le tourbillon de « OK, on va là, on fait ça, il faut visiter toute la to-do list de notre... toute la checklist qu'on a mis là, sur notre selle avant 3 jours parce qu'on part. Tu sais, comme si t'es pas dans un tourbillon de faut faire ça, mais que tu prends le temps de voyager puis de te connecter à ce qui se passe autour de toi puis aux opportunités qui se présentent à toi, bien, c'est là que tu peux faire des bons choix puis ça peut vraiment te faire vivre vraiment des expériences qui vont te transformer, tu sais, pour le fait de prendre le temps. Je pense que on le fait, là. Je le fais. C'est juste que je m'attendais à ce que ce soit plus précis. Mais tu sais, on le fait. Tu le dis justement. Des fois, tu le sais pas, mais ça te tentait d'aller prendre un verre au Mexique, mais finalement, ça te tente plus. On sait pas qu'est-ce qui serait arrivé si on était allé, ça te tente plus, tu t'écoutes, tu sais, c'est de s'écouter. Puis comme tu dis, ça peut nous apporter des fabuleuses histoires comme ça pourrait te mettre dans la merde si tu t'écoutes pas. Mais c'est juste que je pensais que c'était plus... mais t'as parlé aussi de fatigue de voyage. Est-ce que tu as déjà été fatigué de voyager? Ah, mais là, je suis fatigué. Oui? Oui, mais oui. Parce que les gens, ils croient pas à ça. Là. Les gens qui ne sont pas des voyageurs, je veux pas dénigrer personne, mais bref, les gens disent, tu peux pas. T'as la belle vie. Tu sais que tu viens de le dire, tu étais en Thaïlande il y a 3 jours, ça fait rêver. Bien, ça dépend. C'est quoi ton voyage? Tu sais, comme tu dis, là, toi, tu voyages pour le travail. Fait que c'est sûr que c'est pas reposant. Ouais, non. Tu sais, c'est ça, ça dépend tu sais, si c'est quelqu'un qui... mais en même temps, c'est ça qui a manifesté puis qui voulait, c'est ça son plus grand rêve. Oui, mais les gens qui disent, tu peux pas être fatigué de voyager, peut-être qu'ils font plus référence à quelqu'un qui voyage pour des vacances ou pour se reposer, mais tu as différents types de voyages. Mais encore là, moi, je veux dire, je suis partie souvent en vacances, en voyage, puis j'étais tannée. C'est brûlant voyager, même si c'est pas pour travailler. Ouais, moi, parce que toi, Charlie, t'es pas quelqu'un qui prend le temps, justement. Non, mais je veux dire, en ne faisant rien, en vivant ma vida loca au Costa Rica, j'étais brûlée. Oui, parce que pour toi, ça veut dire on fait ça, puis on... Ben non, mais j'étais dans le moment présent. Tout de même, je me repense à des moments, justement, vous travaillez, moi, je travaillais pas. Je chillais sur la plage. Oui, je sais, des fois, je travaille pas. Quand que je devrais. Mais de toute façon, c'est pas moi, là, sur la lumière. Toi, tu l'es actuellement, fatigué de voyager. Mais comme tu as dit, c'est quelque chose qui tu peux pas dire. Tu sais, tout le monde est comme, oh. Tu sais, mais je dis ça à mes amis. Ils sont comme, oh, bon. Ouais. Puis on dirait que t'as pas le droit de te plaindre parce que tu sembles vivre la vie que tout le monde aimerait, ou pas tout le monde, mais que beaucoup de gens aimeraient avoir ou voudraient faire, ou essayer du moins. Mais je pense que n'importe quelle émotion est valable, tu sais, dans le sens où je me sens fatigué, il n'y a pas personne qui le sait à part moi, tu sais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, comme tu as dit, des fois tu manifestes ça, puis je suis arrivé au point où, bon, mais tout ce que je voulais il y a 2 ans, c'était de faire ça, ou il y a plusieurs années, puis tu vois, là, j'arrive à ce moment-là, puis là, je me rends compte que c'est peut-être d'autres choses, tu sais. Bon, fait que là, je continue. En même temps, je me rends compte que ça m'amène plein de beaux outils. Puis il y a une raison pourquoi je fais ça. Je ramasse des trucs puis qui me font penser le soir quand je prends le temps de m'asseoir. Parce que je trouve ça important de prendre le temps. Puis même, on peut en parler de ça parce que c'est dans la vie qu'on a aujourd'hui, c'est tellement difficile de le faire. Puis de juste souffler. Puis tu sais, mettons, je parle de ça à mes amis. Et moi, mais la vie après la mort, là, ça a l'air qu'il y a des scientifiques qui ont prouvé que l'énergie persistait, peu importe ce que... Mes amis sont comme, on a des enfants, là, nous autres. Tu sais, c'est comme, on a notre maison, notre job, là, où on a des trucs à faire. On n'a pas le temps de penser à ça. Mais pour moi, ça devrait être les plus grandes questions que tout le monde se... Ben, pour moi, tu sais, c'est personnellement... C'est
c'est bien plus gros et ça me brasse bien plus les entrailles que de me demander si j'ai un rapport à finir pour la job demain matin. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui me raconte son histoire, qui a vu telle chose dans sa maison ou que, attends, ça pour moi, c'est du concret. Tu sais, en même temps, c'est super abstrait, mais pour moi, la vie, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Puis ces grands mystères-là, j'aime beaucoup les mystères, mais pour ça, il faut prendre le temps de s'asseoir, puis que ça soit juste un moment où tu te dis dans ta journée, ça peut être à travers une activité ou de juste souffler en étant assis dans une chaise ou de prendre 2 jours en camping, parce que des fois, je me rends compte que, je semble le dire, mais c'est facile de prendre le temps, fais juste le prendre, tu sais. Mais les gens me disent, avec nos vies, on peut pas partir. Aussi, ça coûte des sous quand tu dis, OK, tu veux louer un Airbnb qui est le fun dans le bois. Mais ça va te coûter 500$ pour le week-end. Puis là, t'as l'auto, puis les ci, puis les ça. OK, achète-toi une tente là, à 50$ sur Marketplace, puis va-t'en dans le bois. Mais les gens le font pas. Fait que pour moi, je trouve ça difficile et confrontant de voir qu'il y a des gens qui sont pris dans l'espèce de matrice, si tu veux, de vie conventionnelle, puis qui se plaignent de ça. Mais ils en sortent pas. Mais c'est qu'ils sont pas à la recherche de solutions. Mais tu peux pas. Tu sais, en ce moment, je dis, OK, là, moi, je suis un peu fatigué d'être tout le temps dans les avions. Parfait. Bon, je le sais, c'est un constat. Ouais. Là, je sais quoi faire. Oui, c'est ça. Tu vas faire des choix en fonction de ce que tu viens de réaliser. Exact. Fait qu'entre les voyages, je vais peut-être dire non à d'autres choses ou je vais prendre le temps de souffler pour justement apprécier le prochain départ et le prochain retour. Mais il faut faire des choses. Je trouve que c'est facile de se plaindre, mais souvent, les gens, ils sont confortables avec leur statu quo. Puis en même temps, des fois, des solutions, c'est facile. Écoute un masterclass, apprends quelque chose de différent. Fais de la neuroplasticité dans ton cerveau. On sait que ça se peut brasser des affaires, mais fais-le. Mais les gens font pas. Écris-le. Genre, va voir une voyante. Appelle-le. J'en ai une bonne à te référer. T'en as une bonne pour j'en ai. Non, mais sérieux, après, OK. je veux le numéro. Ouais, je vais te le dire. OK, continue. C'est celle de l'Anse-Saint-Jean? Joanne de l'Anse-Saint-Jean est bien connue. Ah, j'ai déjà entendu ça. Ah non, c'est drôle. Faut que tu prennes un rendez-vous avec elle. C'est juste le premier lundi de chaque mois que tu peux l'appeler puis prendre rendez-vous avec elle. Puis comme bonne chance pour avoir un rendez-vous en dedans d'un mois. Là. C'est bizarre. Je reviens de l'Anse-Saint-Jean puis on m'a parlé de Joanne. J'ai déjà entendu parler de Joanne. J'étais pas le jour du mois où je pouvais l'appeler pour prendre rendez-vous. Puis de toute manière, comme je vais pas retourner à l'Anse-Saint-Jean. Mais ouais, je pourrais. Oui, j'étais en train de le dire. J'ai pas fini ma phrase. Je suis comme, non, ce serait cool, ouais, j'y retournerais juste pour voir Joanne. En fait, je vais l'appeler Joanne. Mais ça fonctionne de même parce que j'ai une histoire similaire, puis c'est pas Joanne, c'est un monsieur, c'est chaque samedi, puis là, faut que t'aies une histoire, puis là, genre, lui, il voit les morts, mais là, faut comme ça vale la peine, là, si t'as récemment un proche qui est décédé ou quelque chose. Mais comme lui aussi, il faut le pogner au bon moment, puis il fait peur, puis il vit dans une grotte à Saint-Colomban. Le monde, ils vivent dans des grottes. Non, mais c'est devenu comme c'est comme ça que ça marche une voyage. Genre, faut que ce soit le premier lundi du mois. On peut plus. En tout cas, Jojo Savard, dans le temps, c'était pas comme ça. J'ai l'impression avant, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être pas une liste d'attente aussi longue, les voyants, voyantes, puis que maintenant sont débordés. Puis il y a même énormément de voyants qui font des rencontres virtuelles. Puis ça fonctionne aussi, là. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui sont dans, justement, l'ère des réseaux sociaux puis qui font ça à distance, puis qui peuvent être n'importe où dans le monde puis qui font les rencontres à distance. Puis j'ai l'impression que la demande est grandissante de plus en plus pour ça. Fait que je pense qu'il y a cette ouverture d'esprit générale là, vers... l'univers, les lois de l'univers, comme pas rester dans le concret puis dans les paradigmes de la société, mais je pense que de plus en plus d'ouvrir ses horizons. On est ouvert à ça puis c'est le fun. C'est le fun parce que c'est le temps qu'on cherche, qu'on sorte du concret de la science, comme c'est le temps qu'on sorte de ça un peu. Puis tu sais, la science là, c'est récent. Je veux dire, genre mettons là les premières civilisations, là, ça fait supposément 10 000 ans, mais bon, ça fait 150 ans qu'on se repose sur la science, ou 200 ans, si on veut, mais avant, l'intangible, mais c'était présent dans la vie, puis ces espèces de pouvoirs-là, puis la magie des choses. Tu sais, juste le terme magie, c'est quand la dernière fois qu'on l'a utilisé, quand c'est pas pour parler à un enfant. Tu sais, la magie, mais il y en a partout de la magie. C'est juste que là, on a appris... À un moment donné, quelqu'un qui il n'y avait pas les bons appareils pour détecter c'était quoi cette fameuse magie-là, que ce soit... Tu sais, juste, mettons, tu rentres dans une pièce puis ça clique avec quelqu'un. Bon, ben c'est quoi ça? C'est une fréquence, c'est de l'énergie, name it, je sais pas. C'est quoi tomber amoureux de quelqu'un?
ça joue à travers les sens de l'humain, de l'odorat, de la vue, tout ça, mais c'est aussi une résonance. Mais c'est de la fucking magie. Tu sais, c'est non tangible, là, ça, de tomber en amour avec quelqu'un ou de devenir une bromance de voyage, puis de... Mais ça, c'est pas une table, là, c'est pas un poteau, c'est plein de choses ramassées, c'est des expériences, c'est de l'énergie. Bon, mais ça en est, mais de la magie, il y en a partout. Mais je trouve qu'on a oublié ou on sait plus comment la voir ou la nommer ou la regarder. Mais oui, c'est ça, je pense que c'est comme de, tu sais, de pas arrêter, comment je peux dire... sortir du sérieux, tu sais, parce qu'on est adulte, on se dit, on fait juste penser à notre plan de retraite, puis nos affaires, puis là, ça devient sérieux, puis ça devient lourd. Mais tu sais, on peut, en étant adulte, encore parler de magie, puis s'amuser avec la vie, puis avoir du fun, là. On nous a tellement dit que ça n'existait pas. Ouais. Je sais pas si j'avais déjà dit sur le podcast, mais genre, moi, dans le temps, j'avais un ami imaginaire, mais je suis convaincue que je ne l'ai pas imaginé. C'était un esprit, mais j'étais réceptive. J'étais un enfant. On m'avait pas bombardé de « ça n'existe pas, Charlie ». À un moment donné, il est disparu. C'est fini. Puis parce que là, dans ma tête, ça n'existe pas, ou ça me fait peur, ou je suis comme, ben non, si le verre d'eau il bouge tout seul, je vais capoter. Mais comme, je suis convaincue que c'est ça. Avant, on est plus susceptible d'y croire parce qu'on n'est pas bombardé de ça n'existe pas, genre. C'est exactement ça. Puis écoute, il y a eu plein d'études sur les amis imaginaires. Puis aussi, mettons, tu sais, ce que tu disais, c'était à quel âge, toi? 3, 4 ans, 5 ans? Genre avant la maternelle, avant l'école. Mais c'est souvent cet âge-là où, par exemple, les enfants se souviennent de leur vie d'avant. Tu sais, il y a des super bons documentaires là-dessus. Puis même, tu sais, moi, je suis un peu tout le temps sceptique, mais en même temps, j'aime me laisser convaincre que ça se peut, tu sais. Fait que j'aime avoir ce pied-là dans le concret, mais j'ai tout le temps un pied dans le ressenti aussi. J'aime cette espèce de dualité-là, mais les enfants qui se souvenaient concrètement de qui ils étaient avant. Puis après ça, OK, il y a des espèces de scientifiques qui arrivent puis sont genre, est-ce que c'est à cause des billets de confirmation ou des trucs qu'il a appris à l'école ou des ci, des ça? Mais non, tu sais, c'est... il y a je pourrais en parler pendant des heures de ça, mais il y a des histoires fascinantes qui s'expliquent pas. Puis que quand l'enfant, il parlait, par exemple, d'un endroit particulier au Japon, qui n'était pas dans aucun livre, cet endroit-là, tu sais, puis finalement, quand ils sont allés, ils ont trouvé des vieux parchemins, puis la personne qui décrivait qui était quelqu'un qui était décédé là, tu sais. Fait que, mais de 0 à 4 ans, souvent, les enfants se rappellent, mais on leur demande pas. Ou on discrédite, ou on dit, bon, mais c'est des histoires qu'ils racontent, mais des fois, je suis comme, hey, raconte-moi qui t'étais, ou tu t'en souviens-tu? C'est vrai, de poser cette question-là à un enfant. Ah oui, parce que pour eux, c'est normal. Après ça, je dis pas que c'est tout le monde, puis je sais pas, là, je suis pas scientifique, ou je suis pas voyant non plus, mais je trouve que ça fait du sens de leur demander ça. T'sais. Ben oui. J'ai juste hâte de croiser un enfant pour lui poser la question. Non! Les parents vont être comme à côté, ouais, on va la faire interner. Elle. En rue, on va chercher les enfants. C'était qui avant? Pascalou. Holy moly. Oh mon Dieu que c'est bon. Non, mais je vais le faire. Aujourd'hui, le premier enfant qu'on voit, je te jure, on y va. Le journal de Montréal, je sais pas, avec des menottes de main, genre une drôle de dame Marcel des enfants dans un centre d'achat. Wow! Non, mais je vais le faire avec un enfant avec qui j'ai un lien de confiance, là. Je vous rassure. Ouais. Mais tu sais, en même temps, si live, je vous disais, dans le plus sérieux du monde, mon ami imaginaire, il est là, tout le monde me dirait t'es zinzin. Si je te disais non, ouais, Patrice, il est là. Vas-y une place dans le char. Tu vois, t'as envie de rire. Non, mais c'est parce que je ris parce que tu m'en as déjà parlé. De Patrice? Ouais, de Patrice. Mais non, je te jure. Mais non, il s'appelait Rapou. C'était deux différents. Bon. Oui. Oh là, tu vas pas toi, on a pensé que j'avais vraiment Patrice à l'épicerie. Bon, il y en a une qui s'en vient avec Patrice. Il y en a une qui a une amie imaginaire, puis une qui suit des enfants dans un centre d'achat. Mais Patrice, c'est vraiment très différent comme nom. Patrice, Rapou. Oui, mais Rapou, c'était en bas de 5 ans, là. C'est son surnom. Mais écoute, on s'éloigne du voyage. Ouais, c'est ça, on s'éloigne. Mais moi, j'ai envie de te demander, parce que tantôt, ton anecdote de bulle d'air, là, est-ce que c'est la fois où tu as eu le plus peur dans ta vie ou en voyage où tu t'es dit, hey, là, ça se peut que je meure là? Une aventure fucked up. Je pense qu'il y en a eu quelques-unes d'accidents, aussi d'auto, de scooter, de trucs comme ça, tu sais. Puis, mais, beaucoup? Parce que t'étais pas prudent ou parce que c'était juste la vie, là? Quelqu'un qui... Non, je pense que j'étais correct, mais en même temps, tu sais, des fois, on veut qu'il se passe des affaires, fait que ça... Mais, tu
Des accidents que c'était pas très grave, comme tu il y en a que je me suis ramassé à l'hôpital. Ah aussi. ouais? Okay. Mais tu sais, mettons, de la vie, ça j'ai eu peur. Puis, il y a un autre... mais genre, ta mère, dirais-tu de toi que quand t'étais jeune, t'étais casse-cou? Ah, mais complètement. OK, donc je peux poursuivre. Ouais. Moi, tout ce qui était le plus dangereux, je voulais l'essayer. Je voulais le vivre, je voulais goûter, je voulais me sentir vivre. Ben oui, il y en a j'en ai déjà raconté des histoires, mais oui, il y en a plusieurs. Donc, je peux peut-être la raconter encore, là, mais c'est si vous voulez. Ben oui. Ben moi, je voulais savoir si l'anecdote de bulle d'air, c'était comme la fois. Non, ben oui, ça c'était un des endroits, mais il y a d'autres moments où je pensais que c'était la fin, puis que ça l'était pas finalement. OK. Ouais. Genre, un exemple. On a acheté un véhicule avec deux amis en Californie. On a fait descendre le véhicule jusqu'au Panama pour amener le véhicule en Colombie. Mais le seul endroit où la fameuse route transaméricaine des Amériques est coupée, c'est entre le Panama et la Colombie. Parce qu'il y a ça qui s'appelle l'espèce de marécage de Darien, ou l'endroit, la forêt de Darien, la jungle. Et c'est des endroits qui servent pour des migrants qui vont utiliser. Il n'y a pas de route, mais il y a aussi les cartels sont là, les brigands. Fait que une espèce de zone grise. À ne pas fréquenter. À ne pas fréquenter. Puis, fait que le camion, on ne pouvait pas traverser là. Fait qu'on l'a fait venir dans un container jusqu'en Colombie. On a sillonné la Colombie, le Pérou, la Bolivie. Et après ça, on arrive, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Salar de Uyuni. Moi, je suis allée, ouais. T'es allé? Bon, le fameux désert de sel à cet endroit-là. Puis j'étais allé quand j'avais 18 ans et là, j'ai retourné à 28 ans, si on veut. Et c'était la saison des pluies, la saison humide, si on veut. Donc, il y avait un pouce d'eau sur ce fameux lac-là qui mesure plus de 10 000 mètres carrés, je pense, qui est assez vaste là, avant d'atteindre les pourtours. C'est long. Puis avant, c'était une mer, mais qui s'est évaporée. Et maintenant, c'est cette espèce de... Mais tu l'as vu, c'est un grand miroir infini, vraiment particulier, avec des cactus géants, des îles... flottante, on dirait que c'est un autre univers. C'est vraiment comme c'est vraiment une planète. T'es sur une autre planète. C'est vraiment ça l'impression que ça donne. Ouais. C'est vraiment spécial. Tu vois, j'étais allé dans la saison sèche où on était sur le sel, le plancher est blanc, et là, il y avait un pouce d'eau, donc c'était vraiment un effet de miroir. Et on avait notre propre camion, mais ce qu'on savait pas, c'est qu'on peut pas s'aventurer dans le Salar avec nos propres véhicules. Il faut faire des tours avec des guides chevronnés qui connaissent et les dangers que je connaissais pas et ce qui peut arriver. Fait que ce qui devait arriver arriva. J'étais avec mon bon ami avec qui j'ai voyagé pendant des années et on part comme ça dans le véhicule. Parce que t'as pas de station d'essence, t'as pas rien. T'as pas de resto, rien, là. C'est le néant. C'est ça, exact. C'est le néant, puis c'est gros. C'est une mer. C'est une espèce de grand désert de sel. Puis une fois que tu pars, tu sais. Fait que assure-toi d'avoir les choses. Puis moi, j'avais comme job en amont d'acheter les victuailles, parce qu'on avait comme idée de passer une nuit dans le fameux désert de sel. Fait que moi, les victuailles, à ce moment-là, c'était des bouteilles de vin et des soupes ramen. Fait que l'essentiel. Et on part. J'approuve. C'est exactement. Je suis encore là, moi, je vais être là. Non, mais c'est vrai. Les victuailles pour Charlie, c'est encore ça. C'est encore ça. Moi, j'ai encore une bouteille de vin maintenant, mais là, j'ai réduit un peu, là. mais c'est comme... Fait que là, on part les fenêtres baissées, puis là, imaginez-vous, il y a un pouce d'eau. Un pouce, pas beaucoup, mais assez que quand tu avances à une certaine vitesse, mais de chaque côté, l'eau revole, et puis même dans le pare-brise devant. Fait qu'on est comme en bateau, mais c'est vide, c'est grand, c'est blanc, c'est désert à l'infini. Fait qu'on n'est même pas obligé de regarder la route. On sait qu'on a 7 heures d'auto à pouvoir rouler sans regarder. Alors, on regarde pas et on s'en va. Mais l'eau vole partout, puis c'est drôle. Puis là, je me souviens, il y a Yann Tiersen qui joue la trame sonore du fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Puis moi, j'écoute souvent cette chanson-là quand c'est beau. Je trouve que ça accompagne bien la beauté. Et on part comme ça, puis c'est bien le fun. Mais ce qu'on savait pas, c'est que l'eau était saturée de sel, et cette eau-là revolait dans le moteur en dessous. God, mais oui. Et à un moment donné, ça fait 5 heures qu'on roule et on cherchait une île particulière que j'avais vue sur... Mais là, les téléphones, là, dans le sens, il n'y a plus de réseau, mais le Google Maps est encore ouvert. Fait que je voyais comme un point, je suis comme, on pourrait aller sur cette île-là. Mais il me semble que j'étais allé quand j'avais 18 ans, puis il y avait des gros cactus, puis c'était beau.
Mais là, on sait pas si on tourne en rond, on voit rien. L'eau, elle revole partout, puis on fait juste rouler, puis on vit, puis on rit, puis on se sent là. On boit. C'est pas vrai. Après. Ouais, à ce moment-là, je pense pas. Je suis comme, pas grave, on sort un petit verre de vin. Mais ça va venir, tu sais. Puis, et là, ce qu'on sait pas, c'est que là, à un moment donné, l'espèce de gauge de la température du moteur commence à monter. À un moment donné, la fumée commence à sortir du véhicule. Et là, c'est l'hécatombe. Ça fume. Capote. Et là, on sort. On était en plein milieu nulle part. Est-ce que c'était le jour, la nuit? Il était 5h30 le soir. Mais fait que là, l'auto, le camion, il scrape. La fumée sort. Et là, ça fait 5 heures qu'on roule. On peut pas... Et moi, j'ai pas acheté d'eau, j'ai acheté du vin. T'avais pas d'eau? Non, j'avais une bouteille d'eau à 3, tu sais. C'est drôle. T'avais-tu comme de l'essence, un spare? Là, il n'y a pas de moteur. J'avais du vin. J'avais du bon vin. Hey, dans le salon, tu pars dans le salon de nuit, t'as même pas genre une bouteille d'essence. Non, pour moi, non, mais je serais allée chercher au moins de l'eau, de l'essence, de la crème solaire pis tout. Mais là, c'est même pas une question d'essence, si j'ai bien compris, le moteur était scrap. Non, mais tu sais, comme au moins, parce que t'as rien, t'as pas de, tu sais. Mais à ce moment-là, on n'est pas dans la... On rit parce que c'est ça qu'il faut faire quand on est dans des situations comme ça. Puis on regarde notre environnement, on a le contrôle sur quoi? Ben, on n'a pas grand contrôle à ce moment-là. Mais en même temps, c'est tellement beau. On est entouré de ce miroir infini avec, je me souviens, le soleil est au loin. Le soleil descend tranquillement. Une espèce d'astre brûlant orangé, jaune, puis... à cause de l'effet miroir, l'horizon, il n'y a pas de démarcation d'horizon. Fait que le ciel fusionne avec la Terre. Fait qu'il y a 2 soleils qui se rapprochent tranquillement. Et puis, les couleurs éclatent à mesure que les 2 soleils fusionnent ensemble. Fait qu'on est pris, on est dans la marde. Le Jeep, il fume, mais c'est pas grave parce que nous autres, on vit, puis c'est beau, tu sais. Ah, là, c'est clair qu'il faut que tu l'apprécies au moins. Ouais. Si t'es rendu là, qui était dans la marde, tu sais pas à ce moment-là comment tu vas t'en sortir, mais si t'es pour ne pas apprécier à ce moment-là le coucher de soleil, tu sais, tu vas avoir raté tout ça. Tu vas avoir fait tout ça pour rien. Voyons le bon dans au moins, il faut prendre le temps d'apprécier ce que tu es en train de vivre. Là. On se met pas en boule en train de crier. Tu peux plus rien contrôler. Ben non, parce que ça fait que t'apprécies pas non plus ce qui se passe, puis il y a tout le temps de quoi tu penses. C'est comme on aura peur tantôt. Ouais, on aura peur tantôt. On vivra. Mais toi, tu dois avoir la foi, puis peut-être tes amis qui étaient avec toi l'ont aussi, mais tu sais, la foi de comme... on va être correct, on va s'en sortir. Oui. Fait que pour l'instant, regardons le soleil, puis après ça, mais moi, c'est ça le verre. Mais le verre soit vide, il est tout le temps plein, moi. Tout le temps. C'est comme, puis non, je pense que je suis un éternel positif, même dans ces situations-là. Je suis comme, non, mais vivons, là, regardons ce qu'on vit. Et puis là, il y avait une amie avec nous, on était 3, puis elle était comme, ouais, mais là... on est dans la marde, là. On n'a pas d'eau, on a des ramen, puis on n'a pas de téléphone, tu sais. Ça prend de l'eau pour cuire des ramen? Ouais, mais on a du vin. J'ai déjà cuit des ramen dans du vin. Non! Mais oui, tu me niaises. Mais oui, exact. C'est bon, devrais-tu faire ça tous les jours? Vin rouge, tu scrapes le vin, c'était vin rouge, mais peu importe. J'adore. Non, mais on parle des ramen, c'est le repas préféré en voyage à Charlie. Je suis jamais rendu là-bas en voyage, t'es gentil, dans la vie. Non, mais c'est facile, c'est tout le temps bon, c'est le fun. C'est facile. Ouais, c'est facile. Puis encore plus dans les pays, ici, ça coûte pas cher, mais souvent, au Mexique, c'est encore moins cher. Oui, des petites copes à soupe, tu mets un petit peu d'eau, puis ça fume. Puis c'est pas de vaisselle à faire après, tu jettes. Fait que là... à ce moment-là, le verre est plein, puis c'est beau, puis j'ai jamais vu un coucher de soleil comme ça. J'ai jamais vu 2 soleils, tu sais, c'est une espèce de système binaire là, qu'on imagine dans l'univers qu'il peut avoir avec 2 soleils, mais c'est ça qui se passait. Et là, c'est capote, on va devoir dormir à cet endroit-là. Mais c'était le début du spectacle pour nous. Puis jamais j'allais m'attendre à ce qui s'en venait. Et là, on est installés, puis aussi bien en rire, puis vivre ce moment-là. On ouvre les bouteilles de vin et on commence à boire. Et là, on met Ludovico Einaudi, Experience. Et là, on n'allait pas se rendre compte, mais la chanson allait jouer pendant 6 heures de temps en boucle. Elle était sur repeat, mais on s'en est jamais rendu compte. Non, tu me niaises. Ben, comment ça? Parce que la chanson part, mais il n'y a comme pas de début puis de fin à cette tune-là. Ça va juste partir, puis fait que c'est comme une longue tune. Et là, les bouteilles de vin coulaient à flot parce que ça, on en avait. Et on buvait. Et là, finalement, le soleil, disparaît tranquillement. La nuit s'installe. Le froid s'installe aussi. Mais ce qu'on n'avait pas remarqué, c'est que le 2e acte commençait derrière nous. Et derrière nous, la Voie lactée, comme une espèce de bouche, allait nous envahir et nous manger, qui sortait par derrière. Et là, ça prend naissance au-dessus de nos têtes. La Voie lactée, comme je ne l'ai jamais vue, une myriade d'étoiles, mais
le clou du spectacle, c'était que la Voie lactée faisait un cercle parce qu'on est sur un miroir. Fait que t'as la Voie lactée comme tu l'as jamais vue, mais en dessous de nous, le plancher devient le ciel et l'univers. God. Et là, il se met à vanter. Et là, on s'installe sur les abords du véhicule, on baisse les fenêtres comme si on était dans un vaisseau spatial. Et il vente. Mais les étoiles sont partout autour de nous. La Voie lactée est en bas, est en haut, et la toune, elle joue Ludovico, puis le violon, puis il part, puis là, on part dans un grand voyage dans les étoiles. C'était tellement fou, c'est un des moments les plus forts, puis on pleurait, puis on riait, puis de se sentir petit, vraiment, puis de prendre le temps de vivre le ciel. Maintenant, on prend plus ce temps-là de regarder les étoiles, tu sais. Avant, ça faisait partie de nos vies, mais c'est le plus grand des spectacles, et ça reste le plus grand des spectacles encore aujourd'hui, à tous les soirs, de regarder le ciel. Mais là, ça nous le mettait en pleine face. Comme prenez le temps de regarder dans cette espèce de Voie lactée-là, puis même on a sorti du véhicule, on est parti en courant, à courir dans les étoiles. Chaque pas se faisait sur des constellations différentes, autant en bas qu'en haut. Et avec le vin, tout ça, ça rendait ça, tout ça fucking épique. Tu sais, avec la toune qui jouait en boucle, Ludovico, il n'y avait plus de voix, là, tu sais, c'est comme... Et fait que ça a été extraordinaire. Et là, la lune s'est mise de la partie, une espèce de boule de feu qui sort au loin. On pensait qu'il y avait un véhicule qui arrivait, mais non, c'était la lune qui, elle, avait décidé de venir se pointer le nez dans l'histoire, tu sais. Et là, finalement, ben, tout ça se vit et c'est plus... On est épuisé de tant de beauté, mais tellement content, heureux, rempli d'avoir vécu ça. Et puis, on s'installe dans le véhicule et on dort 2-3 heures. Et moi, ce que je dois dire, c'est que le surlendemain, je devais être sur le plateau de Salut Bonjour pour faire une chronique sur les fines herbes. Et là, je suis pris... Le surlendemain! Fait que là, on se réveille, fait qu'il me restait 24 heures. Oh my God! OK, fait que toi, comme comme dans un délai de 24 heures, que tu dois prendre ton vol, tu t'en vas, non accompagné, dans le plein milieu d'un désert de sel dont on connaît pas du tout... ta constitution. Non, exact. Puis puis le lendemain matin, quand on se réveille, on a un peu un mal de bloc, puis là, mais faut s'en sortir, tu sais. Puis qu'est-ce qu'on fait? Et là, le véhicule est comme calé pendant la nuit dans le sel qui est comme un peu, à cause de l'eau, un peu boueux aussi. Il bouge plus, l'auto part plus, bouge plus. Et là, on décide, on trouve finalement la petite île qu'on cherchait dès le départ était peut-être à 1 kilomètre. On se rend, je prends mon pack-sac, j'amène le sac, je le remplis de pierres, de sable, et j'amène ça. On dégage les roues avec des casseroles qu'on avait pour cuisiner, pour cuire les ramen. Ouais. Et on nettoie les pourtours des roues. Donc, chaque roue, on installe les pierres, des sables pour essayer de gagner une traction. Et là, ça prend 2 heures. Il nous reste une bouteille d'eau, mais on la garde parce qu'on s'est dit, vu que le radiateur a coulé et est complètement figé dans le sel, si on est capable de prendre cette bouteille-là et de la mettre dedans, ça peut peut-être nous sauver pour faire quelques kilomètres. Fait qu'on on boit pas d'eau, on est sec. On fait ça pendant 2 heures, on prend nos dernières énergies et là, on s'installe. Et là, mon ami ouvre le véhicule, le démarre et là, on se met en avant et on essaie de pousser. Et on pousse et là, ça mord. Ça mord, ça commence à reculer. Ça roule, on pousse et ça fait 50 mètres. Ça recale et ça s'enlise encore plus. Et là, on n'a plus d'énergie, pas d'eau. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait, t'sais? On répète le processus, mais là, essaye de tourner les roues, peut-être que tu vas trouver un nouveau sillon. Alors, on ramasse nos dernières forces, ensemble, les trois, en équipe, jamais dans la panique, mais convaincus qu'on va trouver une façon de s'en sortir. On redégage les roues, on reprend le sable, les pierres qu'on était capable de prendre. Et là, moi, j'ai jamais été à bout comme ça. On l'est tous. Puis on se dit, mais on va-tu finir? Si tu finis, on peut pas atteindre les abords. Là, c'est des heures de marche, pas d'eau, plus rien. C'est capote. On a voulu vivre la veille, mais là, on le payait aussi le lendemain matin. Et dans un dernier effort, on se met en poussant. Puis j'ai dit à mon ami à ce moment-là, j'ai dit pousse parce que c'était la dernière fois qu'on va pousser quelque chose. Fait que pousse comme t'as jamais poussé. Et là, on se met à pousser, et là, mon ami démarre, et là, tranquillement, ça mord, ça spin, ça mord, et là, non, on pousse. Et là, 1 pouce à la fois, le véhicule commence à reculer, tranquillement, il tourne le volant, crée un nouveau sillon, au lieu de s'enliser, prend de la vitesse, finalement, arrive au loin sur un plateau, 2 coups de klaxon, le véhicule avait démarré, il coulait encore le radiateur, mais au moins, il avait pu faire quelques mètres pour se désenliser. On prend la dernière bouteille d'eau qu'on a, on la met dans le moteur, et puis là, ça se met à fumer. Mais on a réussi à embarquer et à parcourir le 4 heures de temps en roulant à 3 km. 3-4 km/h. Genre vraiment, vraiment lentement pour
pour essayer de se rendre. Et puis, ça a été long de revenir, mais on a parcouru les kilomètres avec le moteur qui fumait. Et puis, on est arrivé à notre point de départ, couvert de sel, de boue et de sang. Mes mains étaient toutes en sang. Et puis là, les locaux étaient là, ils nous voyaient. Puis c'est comme... Mais c'est qui, eux, qui sortent du désert à cristalliser de sel? Tu sais, fait qu'on s'en est sortis. Puis finalement, j'ai pu prendre mon avion le soir. Puis t'étais sur le plateau. Et j'ai pris mon avion de Bolivie. Finalement, j'ai manqué mon escale. J'ai pris un avion au New Jersey. Je suis arrivé à Montréal à genre 4 heures le matin et j'ai pris une douche, je me suis habillé et à 5h30, je partais vers le plateau. C'est bon, hein. Puis genre, j'avais appelé ma mère au New Jersey. Je suis comme, maman, j'ai besoin de fines herbes. Va au IGA. Attends, fait que t'as pas changé le sujet. Moi, j'aurais changé le sujet de la chronique en mode, faut que je vous compte ce qui vient de m'arriver. Non, je pouvais pas. C'était comme il y avait un client qui voulait que je parle des fines herbes. Mais là, fallait que c'était pas des fines herbes de chez vous. Non, mais finalement, écoute, j'avais pas eu le temps de préparer. J'étais supposé arriver avant. Finalement, ça a été plus long. Et ma mère avait acheté des fines herbes. Puis elle m'avait préparé un bac de terre et j'avais planté ça. Et là, je suis arrivé à la limite du temps où on arrive dans 5, 4, 3 et on est en onde. Et je cours avec mon bac de terre. Et puis Gino Chouinard, il dit, bon, ben aujourd'hui, Guillaume est là pour vous parler des fines herbes. Ouais. Et j'ai les mains pleines de plaster. Puis je suis comme, bonjour. Puis toi, dans ta tête, t'es comme if they only knew. Ouais, exactement. By the way, ta mère, elle sait-tu tout ça? Tout en général, pas juste cette histoire-là. Elle a lu mon livre, mais sinon, il y a plein d'histoires que je comptais pas, que je comptais à mon beau-père, qui était un peu mon mentor dans ma vie, maintenant, il fait plus partie de notre monde, mais c'est lui que j'appelais. C'est lui que j'appelais quand j'étais en Bolivie, dans la route la plus dangereuse au monde, ou que j'étais dans un rallye en Ukraine, ou j'allais à Tchernobyl, ou tout ce qui était le plus intense. J'appelais pas mon père, j'appelais pas ma mère, j'appelais Jean-Yves. Fait que Jean-Yves était au courant de ces histoires-là. Mais avec quelqu'un. Fait que lui, au lieu de te sermonner, il t'aidait, au fond. Ouais, lui, il trouvait ça quand même cool. Parce que ta mère, quand elle a lu ton livre, elle a dû dire... Elle m'a dit, il y a certaines histoires que j'ai pas dormi pendant 3 jours, tu sais. Puis elle les a lues, elle les a pas... Puis elle les a lues, puis ça, c'est les histoires que je peux parler puis que je peux écrire. Ouais. Il y en a que je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Ben, je peux pas. Ça se dit pas publiquement? Pourrais-tu revenir puis les compter ici, mettons? Non, mais c'est... Non. Tu pourrais jamais les compter dans le cadre d'un média. Sur Patreon, peut-être? Non. Mais est-ce que tu pourrais les compter à tes amis? Off the record à tes amis? Ouais. Mais fait que tu peux le dire à voix haute, mais tu peux juste jamais le dire publiquement. Non, mais c'est que moi, peut-être qu'il y a des gens qui seraient plus à l'aise de parler de trucs extrêmes où ça a volé certaines affaires puis que ça s'est assorti. Fait que pour moi, c'est quelque chose que je préfère garder dans mon cercle. Mais en voulant dire, c'est pas que tu peux pas parce que tu vas mourir si tu les dis. Là. Personne va t'attaquer. Genre, c'est juste tu veux pas le dire publiquement et c'est correct. Non, c'est mes propres limites par rapport à des situations où je me suis ramassé dans des trucs par la bande. Et dans des... Tu sais, c'est comme quand t'es à l'école puis tu te fais prendre à faire des affaires puis que t'es là, tu t'en vas en retenue, mais il y a rien de grave, là, tu sais, dans le sens... Mais c'est des trucs que moi, ça m'a brassé sur le moment puis des fois, c'est un peu plus difficile d'aller dans ces zones-là, mais je pense que tout le monde en a. Les histoires aussi, c'est ça. Peut-être qu'il y en a que tu veux garder pour toi. C'est le fun aussi de te dire comme ça. Je le garde pour moi parce que c'est trop intense. Non, mais 100%, c'était juste dans la formulation de je peux pas. J'étais comme, y a quelqu'un qui te menace? Non, mais genre, est-ce que quelqu'un te menace? Est-ce que c'est comme si c'était nous qui allait le sauver, tu sais, après tout ce qu'il a vécu, je pense qu'il va se sauver. Mais je pense que tu as parlé de Patreon, puis je nous inviterais à peut-être poursuivre cette conversation. Oui, c'est ça. Il y a peut-être une de ces histoires-là qu'on va connaître sur Patreon, c'est pas? Mais j'inviterais les gens à aller s'abonner à notre Patreon, les Backpackers, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on va poursuivre avec, dans les prochaines secondes, le segment Patreon qui est présenté par Yulgo et l'anecdote Crunchy qui est présentée par Eros et compagnie. Oui. Est-ce que tu veux dire avant de switch sur Patreon où est-ce que les gens peuvent te suivre? Si tu as le droit de dire des choses qui s'en viennent, de te plugger? C'est là où je regarde. Oui. Ben, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram de ce monde. Maintenant, c'est Guillaume Duranceau-Thibert. J'ai comme sans destination, comme tranquillement, on dirait que j'ai trouvé où je m'en allais, ou je sais pas où. Ah, OK, fait que c'est plus ton nom. Ben, ça a été ça longtemps. Ouais. Puis, vois-tu, maintenant, j'ai juste envie d'être moi. Fait que c'est mon t'as nom. pas envie d'être attaché au fait de pas avoir de destination. Ouais, exact. Okay. On dirait que non, fait que j'avais envie de juste devenir moi. Fait que Guillaume Duranceau-Thibert, mon livre est en vente partout, j'imagine, encore. Et sinon, ben il y a des salut bonjour pour les chroniques de voyage. Et septembre prochain, ça va être vraiment cool, ce qui s'en vient à la télé. Et donc, manquez pas ça, mais je peux pas en dire plus. Mais ça va sortir partout, éventuellement. Ouais. Parfait, merci. On va te suivre dès maintenant. Merci beaucoup pour ta générosité. Et donc, on saute dès maintenant dans Patreon pour avoir l'anecdote la plus croustillante de voyage de Guillaume.
Fait qu'on se rejoint là tout de suite. Merci d'avoir été là. Bye! À tout de suite.